Pensée stratégique avec Daniel Desesquelles. Bonjour et bienvenue pour ce 6e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle investit le champ de bataille. L'IA, l'intelligence artificielle, arrive à pas de géant dans nos vies et elle bouleverse tout. L'irruption tonitruante de la plateforme ChatGPT, à laquelle on peut tout demander ou presque, a été le déclencheur auprès du grand public d'émerveillement, mais aussi d'interrogation. L'intelligence artificielle permet déjà d'aller plus vite et plus loin dans une multitude de domaines, mais elle menace aussi des pans entiers de l'activité humaine, par exemple en supprimant à terme des dizaines de millions d'emplois. Bref, l'IA fascine autant qu'elle inquiète le monde civil comme le monde militaire. Que change déjà, mais surtout comment l'IA va transformer la conduite des opérations sur les champs de bataille? Quelle est la stratégie des armées pour intégrer l'IA à tous les niveaux opérationnels? Quels sont les enjeux de l'IA dans l'univers de la défense? Avec quels moyens? Et l'homme dans tout ça? Voilà quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos deux invités. Bonjour Bertrand Rompierre. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'AMIAD, et l'AMIAD, c'est la toute nouvelle agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense. Je dis toute nouvelle parce que c'est vraiment un tout nouveau bébé. Oui, et d'ailleurs, le décret est sorti la semaine dernière et l'agence est créée au 1er mai. Au 1er mai, donc ça vient à peine de démarrer. Vous êtes en phase de... Ça a déjà démarré, mais par contre, la création officielle est au 1er mai. Alors vous nous direz bien sûr quels sont les objectifs de l'AMIAD. Bonjour Amiral Pierre Fandier. Bonjour. Vous êtes le major général des armées, ce qui fait de vous le numéro 2 des armées françaises. Après avoir été le chef d'état-major de la marine, vous vous intéressiez déjà à l'IA bien avant qu'elle ne fasse l'actualité. J'ai un petit bout de carrière dans l'aéronautique puisque j'ai commandé le flottille de Rafale et le porte-avions. Et en fait, tous ces sujets liés à la performance opérationnelle, à la maintenance, en fait, on est très très près de tous ces sujets-là. Et les perspectives de l'IA vont beaucoup modifier ce qu'on fait. Bertrand Rompierre, on parle de plus en plus de l'IA sans forcément savoir ce qu'elle recouvre. Existe-t-il une définition simple de l'IA? Alors, c'est toujours la première question et finalement, c'est la plus casse-gueule. C'est la plus difficile et la plus casse-gueule. Pour simplifier, en général, on dit de l'intelligence artificielle, c'est ce qui va permettre aux machines de simuler une forme d'intelligence. Sauf qu'en y réfléchissant ce matin, je me disais justement, si on pense à ChatGPT, la génération d'images et ce genre de choses, on voit bien que la tâche de générer du contenu multimédia, pour moi, ça dépasse un petit peu cette notion de simulation de l'intelligence, mais on peut déjà s'arrêter à ça. Alors, quand la notion d'intelligence artificielle est-elle apparue pour la première fois? Quand est-ce que le mot est apparu pour la première fois? Alors ça remonte à très très loin, d'ailleurs même avant l'informatique moderne. Il y a des travaux des années 60 avec une émergence progressive, un certain nombre d'hivers de l'IA, puis de périodes d'enthousiasme. Mais on va dire que l'intelligence artificielle moderne, elle renaît dans les années 2000 en gros, avec ce qu'on appelle l'apprentissage profond, avec beaucoup de technologies qui sont venues bouleverser le quotidien, avec l'amélioration de modèles, type classification d'images, enfin des choses assez basiques comme on utilise tous les jours dans les smartphones. Et évidemment, vous l'avez dit en introduction, c'est l'entrée tonitruante de ChatGPT dans nos vies, qui lui donne une dimension un peu plus moderne et plus complexe. Alors justement, beaucoup d'entre nous connaissent ChatGPT, c'est la partie émergée et grand public de l'iceberg IA. Je lui ai par exemple demandé que peut l'IA dans le domaine de la défense et la plateforme m'a immédiatement sorti 3 pages d'exemples. On va bien sûr y revenir, mais avant d'entrer dans le vif du sujet défense, Bertrand Rompierre, vous avez longtemps travaillé chez Google. Alors 1 ou 2 exemples où l'IA va encore plus bouleverser la vie des citoyens? Alors, si on change, si on reste pas dans le domaine défense, puisqu'on va y venir après, on peut penser par exemple à la spécialisation des intelligences artificielles pour la santé, notamment la même chose que ce que vous avez avec ChatGPT, vous pouvez lui poser des questions de santé, ou même plutôt en l'occurrence le professionnel de la santé qui va poser des questions à un assistant intelligent pour lui faciliter ses opérations du quotidien. Ça, c'est quelque chose d'assez concret et qui existe aujourd'hui, qui est en phase d'être déployé dans en tout cas au moins chez nos amis outre-Atlantique. Et un autre exemple un peu plus concret et matériel, je me souviens, c'était la génération de puces pour faire de l'IA avec de l'IA, ce qui est assez cocasse parce que du coup l'IA permet de générer le hardware, les machines qui sont derrière sa mise en œuvre, et donc ça c'est des applications très très concrètes en l'occurrence. Alors, Amiral Lourdier, Internet a vu le jour dans une enceinte militaire américaine. Ce n'est pas vraiment le cas de l'IA.
En fait, si vous voulez, après la chute du mur, donc de l'effondrement de l'Union soviétique, en fait, les budgets de défense ont quand même beaucoup diminué. Ils sont passés dans les technologies civiles. Et force est de constater que, notamment aux États-Unis, beaucoup d'argent a été mis, notamment après le 11 septembre, et la modification de la législation sur les données personnelles, pour développer, on va dire, l'informatique au sens large, donc qu'elle soit personnelle, on a vu arriver les premiers smartphones, ou l'intelligence artificielle, le big data, etc. Donc aujourd'hui, ce sont des technologies qui sont principalement tirées par le domaine civil, en tout cas en termes de budget, d'innovation, et les militaires suivent ça de très près, aux États-Unis particulièrement, puisque la consanguinité entre les géants du GAFAM, comme on les appelle, Google, Amazon, Facebook, etc., et les militaires est assez forte. À quel moment les militaires se sont intéressés de très près à l'IA, à l'intelligence artificielle ? Alors si vous voulez, et ça a été dit par Bertrand, en fait, on a commencé par des systèmes d'armes avec de l'électronique programmée. Donc on a fait des logiciels depuis très longtemps, des logiciels complexes. Et donc on a fait des systèmes d'armes. Toute la complexité, c'était en fait de prévoir tous les cas. Et donc on avait, par exemple, des systèmes d'armes, pour prendre une frégate de défense aérienne, vous avez à peu près une centaine de modes de tir d'un missile. Et l'opérateur va devoir choisir en fonction de la configuration. Donc on a déjà cette base. Aujourd'hui, ce qu'offre l'IA comme perspective, c'est d'accompagner le décideur dans des choix beaucoup plus fins, avec beaucoup plus de paramètres. Et donc on pourrait dire que l'IA va servir à deux choses dans les armées. C'est faire des choses que l'homme fait déjà, ou qu'il ferait, et peut-être aussi bien ou mieux que lui. Et puis d'autres, faire des choses qui sont impossibles à faire pour l'homme, compte tenu de l'urgence, du temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas le temps de réfléchir aussi bien, ou du traitement des données, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de données à prendre en compte, et là l'IA va lui proposer des choix, mais qui ont été prévus à l'avance, on sait à peu près ce qu'on va sortir, mais on va lui donner un contexte et des éléments de choix. Je reviens un petit peu en arrière quand vous avez dit un missile embarquait déjà de l'IA, peut-être sans le savoir, hein, un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on faisait de l'IA peut-être sans le savoir. Je reprends l'exemple du missile Exocet qui c'est les années 70, donc c'est un missile terre-oubli. Quand la partie oubli, c'est forcément un peu d'intelligence artificielle. Là, il devient autonome. Voilà, alors sans révéler des secrets, puisque ce missile est toujours en service, c'est un missile effectivement qui, en fonction de la distance à laquelle on le tire de sa cible, va laisser l'autodirecteur et son logiciel faire un certain nombre de choix. Et donc il va dire, voilà, si la configuration de la force navale adverse est comme ça, qui a un gros, des petits, etc. Et donc il va choisir sa cible avec un logiciel de décision. S'il y a un brouilleur, il va agir différemment, etc. Donc on avait déjà ça, vous voyez, il y a 30 ans dans les systèmes. Aujourd'hui, ce qu'on espère, c'est pouvoir prendre la décision le plus tard possible, c'est-à-dire pouvoir faire que, avec une liaison de données, on puisse dire au missile, tu as bien compris que c'était ça qu'on voulait que tu fasses, ou au contraire, ce n'est plus possible, la cible a changé, le contexte, donc tu vas faire autre chose. Alors, Bertrand Rander, pourquoi l'IA s'est-elle développée maintenant à une vitesse qui paraît exponentielle ? Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, les années 2000, c'était la renaissance de l'apprentissage profond. Et en l'occurrence, il y a une raison qui est purement technique, qui est qu'on a trouvé les premiers algorithmes qui permettaient d'apprendre effectivement les modèles d'IA de l'époque. Depuis cette date, il y a eu un regain d'enthousiasme massif sur ces techniques d'apprentissage et surtout ça a été accompagné par une croissance de la puissance de calcul, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur des algorithmes qui occupent de plus en plus de puissance machine, qui utilisent de plus en plus de données, donc de stockage, et donc la capacité finalement machine qu'on a eue sur la planète a permis l'émergence de ces algorithmes et a donné un terrain de jeu assez impressionnant à tous nos chercheurs pour leur permettre de mettre au point de nouvelles approches et finalement qui arrivent à leur paroxysme avec l'IA générative que l'on connaît. Alors justement, on associe souvent l'adjectif génératif à IA. Qu'est-ce que c'est que l'IA générative ? Alors l'IA générative, c'est pas différent de l'IA, c'est-à-dire que je vais juste prendre un tout petit peu de hauteur. L'IA, en fait, si on veut simplifier, c'est quelque chose à qui on donne une entrée et qui nous donne une sortie. C'est-à-dire que dans l'exemple que l'Amir a donné il y a quelques minutes sur un missile, l'entrée c'est les paramètres donnés par l'humain et le commandement, et la sortie c'est ce que fait le missile en situation. Quand on parle de nos photos, dire qu'est-ce qu'il y a dans une photo, un chat, un chien, c'est prendre une image et dire en sortie il y a un chat, un chien dedans. Bon, alors l'IA générative c'est la même chose, sauf que en entrée on lui donne du texte et en sortie par exemple elle va nous sortir ou du texte ou une image ou une vidéo ou de la musique. Et donc ce côté génératif c'est être capable de produire un autre contenu multimédia à partir d'une entrée fournie par un humain. Donc l'IA est capable de prendre en compte un très grand nombre de données, c'est ça ? Et les armées en produisent beaucoup, amiral, et donc il faut les traiter. Alors si je prends une image aéronautique, et c'est la raison pour laquelle je m'y suis intéressé assez tôt, sur Super Étendard, un avion qui a volé jusqu'en 2016, quand vous rentrez de mission, vous avez une cassette vidéo H8,
et puis vous avez un carnet de pistes où vous dites sur votre avion a eu telle et telle panne. Vous descendez d'un Rafale aujourd'hui, vous avez 2 cassettes multimédia qui sont des petits disques durs que vous mettez dans des systèmes de débriefing techniques. Donc c'est des milliers de données qui ont été enregistrées pendant le vol et qui partent dans la chaîne logistique maintenance. Et puis ensuite vous avez vos données opérationnelles de vol. Vous pouvez faire le rejeu du vol. Vous pouvez voir à quel moment vous avez tiré un missile, dans quelles conditions, avec où était votre avion géographiquement dans l'espace, etc. Et donc aujourd'hui, analyser des vols et pouvoir en décrire la pertinence sous un angle statistique, pouvoir déduire si les tactiques appliquées sont les bonnes, etc. Ça demande des systèmes de traitement de données de masse. Et donc on y arrive aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est capable de stocker, on est capable de traiter, et il faut une algorithmie assez sophistiquée pour ne pas passer des jours et des jours de calcul à sortir des réponses qu'on connaît déjà, mais bien pouvoir nous orienter sur des signaux faibles, sur des questions qu'on aurait posées en disant dans les données, trouve-moi le cas où il s'est passé telle et telle chose. Prenons l'exemple du Rafale. C'est un avion qui vole depuis déjà plus de 20 ans et qui va encore voler une bonne vingtaine d'années. C'est à peu près ça. Entre le premier Rafale et le Rafale dernière génération, il y a de plus en plus d'IA à chaque fois qu'il y a une nouvelle version. Alors le Rafale, c'est un peu le navire Argo. Vous savez, c'est le bateau qui faisait le tour de la Méditerranée avec Ulysse. Quand il revient, il a entièrement changé. Voilà, donc il y a des générations de Rafale. On est déjà au standard F4. Et donc à chaque fois, c'est une nouvelle suite de capteurs, c'est un nouveau logiciel, c'est parfois de nouveaux calculateurs. Et puis l'environnement évolue énormément. C'est-à-dire que ce qu'il y a autour, l'environnement sol, la simulation, le traitement évolue énormément. Et donc à chaque génération, on voit arriver des capacités de compréhension de ce qu'on fait qui décuplent le potentiel de l'avion. Est-ce que toutes les armées, alors l'armée de l'air on a compris, la marine, enfin en tout cas l'aéronavale on a compris qu'elle consommait de l'IA, l'armée de terre aussi ? Alors l'armée de terre va devoir y arriver. Elle a aujourd'hui un programme qui s'appelle Scorpion. On appelle ça de l'OT. Donc c'est de l'Operational Technology. En fait, ils vont devoir connecter de manière massive tous les objets. Le soldat, on l'a déjà vu donc depuis plusieurs années, mais maintenant c'est les véhicules. Et donc la manœuvre tactique de l'armée de terre est une grande manœuvre connectée. Et si vous voulez, un des points qui fait que l'IA diverge, ou en tout cas que ça va extrêmement vite, c'est que la capacité à engranger massivement des données. Si vous voulez, avant, on avait peu de capteurs. Aujourd'hui, votre téléphone portable est une usine à capteurs. Vous récupérez la position, les mouvements, les accélérations. On pourrait presque récupérer la météo si on rajoutait 1 ou 2 capteurs. Et donc, sur le terrain aujourd'hui, par exemple, vous prenez une brigade de plusieurs milliers de soldats, eh bien, elle va absorber de l'information du terrain, et ensuite cette information, elle va devoir être processée, elle va devoir être traitée pour que le commandement puisse dire « Ok, c'est bien ça qu'on veut faire ». Donc l'IA va, sur le champ de bataille, être un appui formidable dans les opérations tactiques. Ça va être indispensable parce que, si vous voulez, la complexité du champ de bataille est en train de diverger. C'est-à-dire que ce qu'on appelait le brouillard de la guerre, Clausewitz, en fait, la zone d'ombre, en fait, aujourd'hui, elle est en train de se transférer dans le domaine de la décision. C'est-à-dire que le champ de bataille va être éclairé en permanence. Avec des drones, on va voir tout ce qui se passe. Et ce qui va être le lieu du gris, du brouillard, c'est ce qu'il y a dans la tête du mec d'en face et ce qu'il y a dans notre propre tête, la capacité à processer les données pour prendre la bonne décision. Et donc, le cœur du sujet, c'est la qualité et la vitesse de la prise de décision. Bertrand Montepierre, pour coordonner tout cela, l'Amiad a vu le jour, en début mai, et vous en êtes le directeur. Alors, quelle première tâche est la vôtre à la tête de cette agence, voilà, qui vient à peine de naître ? Alors déjà la mettre en place, ce qui n'est pas la moindre des choses. En revanche, si on se ramène à la mission, je pense que c'est ce que l'amiral dit depuis tout à l'heure, on voit bien qu'il y a une notion de transformation en fait, à la fois de la technologie mais aussi des forces. Et finalement, l'idée de l'Amiad, c'est de donner au ministère les moyens de ses ambitions en matière d'IA. Donc ce que ça change concrètement, c'est que d'abord il y a une volonté de réinternaliser un certain nombre de compétences, notamment celle de pouvoir faire en matière d'IA, et aussi parce qu'on se rend compte dans tous les chantiers numériques, la clé de la bataille, si je peux le dire ainsi, c'est justement cette compétence et cette capacité en interne à maîtriser l'ensemble des technologies qu'il faut pour faire de l'IA. Parce que faire de l'IA, in fine, on parle beaucoup depuis tout à l'heure de données, d'algorithmie, c'est-à-dire qu'on voit bien que c'est pas l'IA toute seule, en fait c'est l'IA dans un environnement, et tout ça, ça veut dire que on a besoin à l'intérieur du ministère de faire en sorte que l'IA atterrisse et couvre le champ depuis la donnée jusqu'à l'opération et du coup jusqu'aux personnes qui sont sur le terrain en train de faire la guerre. Alors, vous mettez l'agence en place, avec quels moyens, quel budget ?
Alors, les moyens, donc en gros, on a une cible déjà, enfin je l'ai dit, l'intelligence artificielle, c'est avant tout du jus de cerveau, je le dis à chaque fois. Donc, des talents, exactement. Donc, notre première ressource, elle est humaine, et c'est aussi notre premier enjeu, et pas que pour l'Amiad d'ailleurs, pour les armées aussi. Et l'idée, c'est d'être en gros à 300 personnes en 2026, c'est ça que le ministre nous a fixé comme 300 ambition. grosses têtes. C'est une bonne question. Alors, au maximum, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte d'être une agence très technique, c'est-à-dire d'avoir au moins 75% des personnels qui soient des experts dans leur domaine. Alors, pas forcément que de l'IA, parce que, on le dit depuis tout à l'heure, il s'agit d'amener ça en opération. Et du coup, on n'a pas besoin que d'algorithmiciens, on a besoin de gens qui travaillent la donnée, on a besoin d'ingénieurs. Vous pouvez profiter de notre émission pour peut-être faire un appel. Je recherche tel type de compétences. Alors, je confirme, tous ceux qui souhaitent faire de l'IA de façon opérationnelle, que ce soit des gens qui produisent des modèles, que ce soit des gens qui sont intéressés par le développement d'applications, enfin, quelle que soit la spécialité technique, clairement, on a des jobs très intéressants à pourvoir. Beaucoup d'ingénieurs, évidemment. Essentiellement de l'ingénierie, effectivement, oui. Dans ingénierie informatique, dans sa compréhension la plus large, quand même. Alors, vous allez avoir un outil important, central, qui est un énorme calculateur, je ne sais pas quel est le bon mot. Alors, c'est le ministère qui va l'avoir. L'Amiad va évidemment l'outiller, on va dire, en premier lieu. Mais effectivement, on va avoir un supercalculateur classifié pour l'ensemble des armées. Le mot classifié est important dans la phrase, parce qu'on pourrait poser la question de la pertinence autrement. On a besoin, pour nos applications opérationnelles, d'avoir une grosse machine sur laquelle on puisse à la fois entraîner des IA, et des IA complexes, c'est pour ça que c'est un supercalculateur, et sur lequel on puisse mettre aussi en production des applications, parce qu'une fois qu'on l'a entraîné, il faut bien qu'elle soit utilisable, et donc ça, c'est un continuum, on va dire, de la conception jusqu'à la mise en opération. D'accord. Alors, un supercalculateur, ça veut dire quoi? Je veux dire, quand on dit un supercalculateur, ça ressemble à quoi? Voilà, faites-nous une image avec des mots. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? Une pièce avec des armoires dedans et des machines. Donc comme ça, c'est spectaculaire. Ça dépend. Enfin, ça dépend de l'endroit. En tout cas, si vous regardez les data centers de la DIRESI, ça peut être impressionnant. Enfin, moi, à titre perso, je trouve ça impressionnant. Par contre, en gros, c'est quoi? C'est beaucoup de serveurs, donc des machines sur lesquelles on a des cartes de calcul spécifiques, donc des accélérateurs qui sont des GPU en l'occurrence, et qui permettent de faire GPU, donc des Graphical Processing Unit. Alors justement, l'abréviation n'est pas raccord en fait avec ce à quoi elles servent. Donc c'est vraiment des accélérateurs de calcul. Et elles permettent de faire en gros les opérations mathématiques dont on a besoin pour mettre en œuvre de l'IA. Alors évidemment, un ordinateur classifié est protégé dans les sous-sols du Mont-Valérien, si j'ai bien compris. Alors le ministre a dit Mont-Valérien effectivement, et il est protégé. Alors déjà le Mont-Valérien, parce que c'est déjà une protection naturelle. Parce qu'on a des installations qui nous permettent d'accueillir l'engin en question. Mais il y aura d'autres spots de l'Amiad à Saclay, je crois, et en Bretagne. L'Amiad, effectivement, c'est en gros deux présences. Donc une présence à Bru qui est la principale pour, on va dire, à peu près 250 sur 3 ans effectifs, évidemment non contractuels, pour faire de la production, donc vraiment de l'expertise technique en matière d'IA au service des forces. Et il y a un deuxième pôle recherche qui est à Palaiseau sur le site de l'école polytechnique, qui a vocation pour le coup à armer des travaux de recherche assez amont sur des sujets qui concernent évidemment l'IA de défense. Alors, on est à un moment de bascule, on l'a bien compris, et puis il y a un laboratoire qui est sous nos yeux, c'est évidemment le champ de bataille en Ukraine, qui est un terrain d'expérimentation. J'imagine que vous suivez ça de très très près, quand on voit la gestion des drones, des flottes de drones, qui permet à la fois de saturer le champ de bataille et la défense antiaérienne. J'imagine que à l'état-major des armées, on suit ce qui se passe sur le champ de bataille ukrainien de très très près. Évidemment, c'est un champ de bataille extrêmement intéressant, à plus d'un titre, quel que soit le bord dans lequel on se trouve. D'abord, donc du côté russe, il y a la masse. Donc ils ont effectivement beaucoup de soldats, beaucoup de matériel, et donc ils surclassent numériquement les Ukrainiens. Et ensuite, ils ont une excellente maîtrise du spectre électromagnétique. Ce qui veut dire qu'ils brouillent le GPS, ils brouillent les fréquences radio, et donc ils obligent en fait les tacticiens en face à trouver de nouvelles techniques pour pouvoir continuer à agir malgré l'absence d'utilisation possible du spectre électromagnétique. Donc ça, c'est le premier côté. Et la deuxième chose, c'est qu'en infériorité numérique, les Ukrainiens bénéficient de l'appui des Occidentaux, et donc ils sont dans des boucles d'adaptation extrêmement rapides, le but étant de toujours trouver la meilleure technique pour surclasser les gens d'en face. Et la dynamique de l'IA permet de faire ça. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez processer vos données, faire vos calculs, dire, OK, en fait, la bonne tactique, ça va être celle-là. Ensuite, les outils, par exemple, de fabrication additive, on prend l'exemple des drones, vous permettent assez vite de proliférer, d'avoir pas 10, mais 1000, 10 000, 100 000 drones, et donc de vérifier que votre tactique est à jour. Aujourd'hui, la durée de vie d'un logiciel de drone sur le front ukrainien, c'est moins de 12 semaines.
C'est-à-dire qu'en 12 semaines, Faut en refaire. face, on a compris comment ça fonctionnait, on pouvait le brouiller, le détruire, en fait, le neutraliser. Je pourrais prendre une image, pour ceux qui l'ont vu, Matrix, vous voyez Neo qui évite les balles. En se contorsionnant, et parce qu'on lui a téléchargé le bon logiciel. Vous avez Trinity sur le toit d'un immeuble qui télécharge le logiciel pour apprendre à piloter un hélicoptère Bell 101. Voilà, c'est un peu ça, si vous voulez. C'est paroxystique, mais c'est un peu ça qu'on a dans l'esprit. Alors, juste un petit point de détail, mais peut-être que c'est pas si un petit point de détail que ça. On a l'impression qu'avec les drones, par exemple, il est facile de saturer la défense antiaérienne, pardon. Alors, si vous voulez, la guerre en Ukraine a cette caractéristique que ces cycles militaires sont très courts. Si vous vous souvenez, au début de la guerre, en début février 22, on ne jurait que par le missile anti-char. Et on voyait des soldats ukrainiens avec 2-3 missiles anti-char sur le dos, qui étaient à 500 mètres d'un char et qui le faisaient exploser. Ensuite, on a eu un cycle sur les drones, on va dire, moyenne endurance. C'est les drones turcs, le TB2 pour le citer. Et donc derrière, on a fait une guerre sur les arrières des Russes qui étaient en train de se retirer, tout à fait efficace, jusqu'à ce que la défense solaire se mette en place du côté russe et qu'il n'y ait plus un seul drone de ce type-là qui puisse voler. Aujourd'hui, la durée de vie d'un drone type TB2 se compte en minutes au-dessus du front. Et donc, la stabilisation du front fait qu'aujourd'hui, on a des combats d'artillerie et de grignotage, et le drone prend toute une place dans cette affaire parce qu'il est faiblement détectable, et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les problèmes d'obus d'artillerie de l'Ukraine l'ont conduit à transformer les obus en drones armés. Si vous voulez, un obus d'artillerie, ça vaut à peu près entre 5 000 et 10 000 euros, ce qui est à peu près le prix d'un drone avec une grenade ou une tête de roquette. Et donc, les Ukrainiens ont transformé les obus qui leur manquaient en drones avec des munitions d'infanterie. Des drones porteurs, Ce qu'on appelle des munitions téléopérées. Voilà. Et donc, ce cycle-là est en train de tourner. Les Russes privent les Ukrainiens du spectre électromagnétique, ce qui fait que les fréquences de contrôle, le Wi-Fi longue portée pour contrôler le drone est contesté, il est brouillé. Et donc, les logiciels s'adaptent pour pouvoir manœuvrer le drone de manière quasiment automatisée, avec le moins d'ordre possible, pour que finalement l'ennemi ne sache pas sur quelle fréquence brouiller, etc. etc. Les Ukrainiens deviennent des acteurs de premier ordre de l'intelligence artificielle. C'est une nation de geeks, c'est-à-dire qu'en fait, toute une partie des services numériques européens avaient des antennes en Ukraine, où il y a une population assez jeune, assez bien éduquée, c'est des bons mathématiciens, des bons programmeurs, et donc vous avez un tas de banques, de services d'IT qui utilisaient des ressources en Ukraine. C'est-à-dire que, Bertrand Rampierre, l'IA, ça peut se bricoler. Alors, je dirais même que c'est la science par excellence qui se bricole. Fondamentalement, c'est des mathématiques et de l'informatique, et pourtant, ça ressemble beaucoup à des sciences plus expérimentales, comme la chimie, sans aucun jugement, au cas où des chimistes nous écoutent. Il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Mais du coup, ce que ça signifie très concrètement, c'est que oui, chacun dans son garage, sur un PC portable, sur une machine à la maison, avec une connexion Internet, peut bricoler de l'IA, et c'est ce qui a d'ailleurs été un petit peu dit en début d'émission. C'est ça qui change aussi par rapport à la technologie qu'on parlait du nucléaire, c'est que vraiment l'IA aujourd'hui, n'importe qui est un petit peu motivé, qui a juste envie d'expérimenter quelque chose, mettre en place un petit script pour aller essayer une IA générative, ça se fait en quelques minutes avec un tutoriel. Alors, en écoutant l'amiral, on a compris que en 12 semaines, un logiciel pouvait être has-been. Donc, on est au tout début d'une évolution qui est exponentielle. Alors, c'est à la fois fascinant, j'imagine, pour le scientifique que vous êtes, pour l'homme d'opération que vous êtes, amiral, et en même temps, ça fait un peu peur, parce que pour l'instant, l'homme garde le contrôle de tout ça. Il y a un humain dans la boucle, jusqu'à quand ? Alors, je renverrai la suite à l'amiral Vendier, mais disons que ce qu'il faut essayer de désamorcer comme discours, c'est la notion d'IA qui échappe à tout contrôle. Parce que ça, c'est pas une réalité. On a des ingénieurs qui conçoivent des algorithmes, qui conçoivent des outils, et en fait, les outils font uniquement ce pourquoi ils ont été programmés. En tout cas, ce pourquoi ils ont été programmés, c'est que le concepteur sait exactement la machine, ce qu'elle est censée faire dans quel cas. Ensuite, la question qui se pose en revanche, et là, c'est peut-être une question pour l'amiral, c'est comment on positionne l'homme dans ces boucles de décision, ce qui ensuite se traduit dans un choix de conception des algorithmes, mais in fine, ça part toujours d'une décision humaine. On n'a pas des IA qui dérivent comme par magie, entre guillemets, sur des choses qu'on n'avait pas prévues. Alors, amiral Bertrand Rampierre vous a posé une question. Alors, si vous voulez, comme toute technique militaire, il faut partir du principe que si vous l'utilisez, les gens d'en face vont l'utiliser. Donc, on est entré dans un match.
un match d'IA. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle le ministre a décidé de créer cette agence, parce que il fallait qu'on puisse l'utiliser de manière souveraine, c'est-à-dire qu'on maîtrise entre l'entrée et la sortie, qu'on ne soit pas avec des phénomènes d'aveuglement ou des choses qu'on ne comprenne pas. Donc une des choses importantes, c'est que la MIAD va nous garantir qu'on maîtrise ce qu'on fait. Vous avez un rôle de garde-fou, Bertrand Vanpierre, un peu. Non, technique. Pas garde-fou, technique, oui. Technique. C'est-à-dire que quand on quelque part, on peut décrire, en tout cas on sait qu'entre ce qu'on demande et le résultat, on maîtrise notre affaire. On n'est pas aveuglé par des zones d'ombre que certains modèles d'aujourd'hui, quand vous le mettez sur votre ordinateur, ont, et que vous découvrez d'ailleurs en posant des questions. Amusez-vous à poser des questions éthiques à votre chat GPT, vous allez comprendre comment, à peu près, on a mis des règles. Voilà, vous allez les approcher par le moment où l'IA vous dit « je ne peux pas répondre à cette question ». Bon, nous, ce qu'on veut, c'est maîtriser notre destin. C'est quand on pose une question, la réponse soit correctement pesée. Mais donc, si vous voulez, c'est un match, et dans ce match militaire qui existe depuis toujours, on en parlait sur l'arme nucléaire, c'est finalement maîtriser ce que vous voulez faire. Sinon, il n'y a pas d'armée, en fait. C'est-à-dire que ça devient un espèce de gigantesque banditisme. Et à la limite, même, vous maîtrisez même plus que l'IA va faire contre vous. Et puis, c'est maîtriser les canons conformes, parce que les gens sont intelligents en face. Et donc, si par exemple, vous avez de la reconnaissance d'image et qu'ils ont compris quelles étaient les technologies de reconnaissance d'image, ils peuvent travailler à vous leurrer. C'est-à-dire que typiquement, vous croyez voir des avions, en fait, vous allez voir, il va vous dire que c'est des hélicoptères. Il y a des cas sur YouTube, on voit des exemples comme ça sur les voitures automatiques. Et donc, on veut avoir la garantie militaire du fait qu'on saura s'adapter. Ce qu'a dit Bertrand, ce qui est très important, c'est qu'on est rentré aujourd'hui dans l'époque du logiciel dynamique. C'est-à-dire que, et vous le voyez d'ailleurs sur votre téléphone, en permanence, vous avez des mises à jour. Et en fait, les logiciels militaires vont être en mise à jour constante pour être soit plus performants, soit répondre à une contre-attaque des gens d'en face. Alors, ça a l'air de marcher tellement bien, et c'est tellement fascinant que... Mais quand ça s'arrête, quand finalement il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'énergie, alors là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une grande vulnérabilité de l'IA. Alors, c'est d'une manière générale... Plus c'est sophistiqué, plus c'est vulnérable. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout dans la société. Aujourd'hui, quand vous n'avez pas d'Internet dans un quartier pendant 2 jours, c'est panique à bord. Panique générale. Vous pouvez plus payer en carte bleue. Vous pouvez pas aller prendre un café du coin, acheter des clopes, etc. Enfin bref. C'est là qu'on est content d'avoir un peu de modèle dans son porte-monnaie. On a encore là cette chance, c'est peut-être fini. Donc en fait, le problème de ces technologies, c'est qu'elles déclenchent des effets de falaise très importants. Et ça, je pense que c'est une vraie question pour les militaires, c'est-à-dire de dire comment est-ce qu'on fait face à des univers extrêmement adverses où tout ça va avoir disparu, au moins momentanément. Si vous voulez, un sous-marin nucléaire, il n'a pas de connectivité permanente, donc il faut qu'il se débrouille. Et en plus, il a une panne, il faut qu'il se redébrouille. Il est réellement autonome. Voilà. Ça veut dire que derrière, en fait, ce qui va être très important, et c'est pour ça qu'on est en train de réformer l'architecture du numérique du ministère, c'est de trouver la bonne architecture. C'est-à-dire de dire où les données sont produites et stockées, où est-ce qu'elles sont déjà pré-traitées, et donc dans une boucle qui est proche du combat, et puis ensuite où est-ce qu'elles sont transmises et traitées à un niveau, on va dire, opératif, c'est-à-dire au niveau du commandement de la région, et puis ensuite comment est-ce qu'on fait au niveau stratégique. Et en fait, c'est la résilience de ces différents niveaux qui va faire que l'effet de falaise n'est pas catastrophique. Alors, tout ça, ça nous donne une idée en tout cas une interrogation, à quoi va ressembler le combattant de demain. Alors déjà, le soldat, aujourd'hui, il est très bien équipé, il ressemble plus du tout aux soldats qu'on a pu connaître en Afrique, qui arrivent pratiquement en short avec juste le fusil et à peine un casque de protection. Il y a déjà, le soldat, il est déjà très très équipé. Aujourd'hui, le soldat de demain, le combattant de demain, il ressemble à quoi ? On ne sait pas très bien. Les Américains font beaucoup de tests. Il y a eu par exemple un test qui a été fait il n'y a pas très longtemps avec une compagnie complète, voire même peut-être un régiment qui était équipé de, vous savez, des masques Google de réalité augmentée. Et ils se sont rendus compte qu'au bout de 2 jours, les types étaient dans un état lamentable. Ils avaient des maux de tête, ils ne pouvaient plus combattre. Donc ce qui était bien 10 minutes, c'était pas bien 2 jours. Et le principe de la guerre, c'est qu'il faut tenir. Et exactement. Et donc si vous voulez, tout ça, c'est ce que j'appelle le principe du check versus delivery. De dire, c'est-à-dire que vous avez des super idées, mais il faut les tester et il faut qu'elles résistent à la réalité. Et donc, vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, et les Américains sont assez forts en termes de génération d'idées, mais la réalité fait que vous dites, bah non, c'est super en labo, mais en fait, c'est nul. Et c'est pour ça que l'Ukraine, en ce moment, est un laboratoire très important, parce que les Ukrainiens sont obligés d'avoir des centaines d'idées, et d'ailleurs, on les aide à en avoir, mais ces idées sont immédiatement testées et checkées par les gens d'en face, en disant, on va vérifier si c'est vraiment une bonne idée, et donc, c'est pour ça que certaines de ces idées n'ont que des durées de vie extrêmement courtes. Donc on ne sait pas répondre à votre question. Mais on a l'impression que la réalité
ça devient un film de science-fiction? En fait, ce qui est très basique, c'est si vous prenez des images, il y a un très bon film qui a été fait sur France 2, à la base de journalistes de Reuters, ça s'appelle Les 20 jours de Mariupol. Vous voyez le passage d'une ville qui pourrait être une ville française à Verdun en 20 jours. La guerre n'a pas fondamentalement changé de nature, ça reste quelque chose de très violent, très destructeur sur le plan des infrastructures, sur le plan des hommes. Cette réalité ne changera pas. En revanche, ce qui change, c'est les couches qu'on est capable de mettre. La létalité, par exemple, est aujourd'hui extrêmement forte par la précision des systèmes. Aujourd'hui, on arrive à avoir des drones qui font 1000 km et qui rentrent par une fenêtre. Vous voyez, c'est des choses, même les armes balistiques font pas ça aujourd'hui. Donc, par exemple, ce que font les Ukrainiens à la profondeur du territoire russe est juste phénoménal. Et donc, vous n'avez pas besoin de mettre une énorme charge pour avoir des gros effets si vous avez exactement dans la chambre à coucher que vous vouliez toucher. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsque vous évoquez Mariupol, il y a à la fois de la haute technicité, puis il y a à la fois de l'artillerie de base, c'est-à-dire Verdun plus l'IA. Exactement. Et c'est ça tout le paradoxe. C'est-à-dire que, si vous voulez, moi, je réfute complètement l'idée que les technologies vont chasser. Par exemple, il y a un grand débat, plus d'hélicoptères, plus de chars, plus de porte-avions, plus de sous-marins, plus de frégates. Non. En fait, non. En fait, on voit bien que tous les outils qui sont en train d'arriver sont en train de juste rajouter des couches et que le combat entre la cuirasse et le bouclier, en fait, est aujourd'hui extrêmement actif. Vous le voyez sur les affaires des Houthis au sud de la mer Rouge, qui ont on va dire, des drones et des missiles fabriqués dans des garages, auxquels on répond avec de la technologie de pointe. Et en ce moment, les pays occidentaux sont en train de travailler d'arrache-pied pour trouver des ripostes pas chères à des assaillants pas chers. Alors j'allais effectivement venir à un moment ou à un autre sur effectivement les groupes terroristes qui peuvent acquérir cette technologie de l'IA. Alors si vous prenez le cas des Houthis, ils envoient des drones pas très très chers, je crois, quelques milliers d'euros, peut-être quelques dizaines de milliers d'euros. Et puis pour les détruire, il faut un missile qui vaut facilement 1 million d'euros. Il y a un décalage énorme. Il y a une asymétrie du prix entre l'attaque et l'outil qui répond, mais ce que vous défendez vaut cher. La frégate, elle vaut 1 milliard, donc 1 million d'euros pour une frégate à 1 milliard, c'est peut-être pas complètement stupide si vous risquez de la perdre. Alors après, le problème, aujourd'hui, il est plutôt... Il y a 100 drones ici, il faut tirer 100 missiles. Donc il y a un problème économique, un problème physique, c'est-à-dire qu'effectivement, si en face, il génère plus d'attaques que vous de réponses, on a un problème. Donc effectivement, ce sont les travaux qu'on est en train de mener, de manière à avoir des ripostes qui utilisent la technologie. C'est-à-dire qu'il faut détecter, traquer, engager, avec des effecteurs, comme on dit dans l'armée, donc des obus, des drones, enfin des choses dont l'ordre de grandeur en termes de prix est celui de l'attaque. Plus que jamais, la saturation est une tactique qu'on utilise, surtout dans ce qu'on appelle du faible au fort. Même du fort au fort. C'est-à-dire que, si vous voulez, tous les grands principes de la guerre qui ont été dictés par le maréchal Foch, ils restent pertinents. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, pour prendre le front ukrainien, la surveillance persistante, permanente, fait que aujourd'hui, c'est très dur de concentrer des forces. Très très dur, c'est que on va voir la concentration de force. C'est pas parce que vous la voyez que vous pouvez l'empêcher, mais on va la voir. Donc les techniques aujourd'hui pour pouvoir concentrer des forces sont nouvelles. Et vous l'avez vu, typiquement, ça a été le cas du Hamas pendant l'attaque du 7 octobre. Ils ont détruit, dans les premières minutes, le système qui permettait à Tsahal de comprendre ce qui se passait. Donc ils ont tué tous les systèmes de caméras qui avaient le long des murs, et à partir de ce moment-là, ils ont pu brécher et rentrer. Et là, ils ont bénéficié d'une dizaine d'heures d'action, en fait, avant d'être à nouveau repérés, traqués, etc. Voilà, c'est ça le nouvel art de la guerre, c'est-à-dire que vous surveillez de manière persistante, mais vous pouvez être leurré par vos propres capteurs, ils peuvent perdre, ils peuvent être détruits, et puis à ce moment-là, on rentre dans une boucle militaire assez classique. Et plus que jamais, on a l'impression que les terroristes sont capables de maîtriser des techniques qui étaient avant l'exclusivité des grandes armées. Oui et non. Si vous voulez, vous avez dans la bataille navale, il y a toujours eu les brûlots, par exemple. C'était des, vous voyez, l'USS Cole en 2000 a été attaqué. Il a eu le flanc dévasté par un trou de 8 mètres de diamètre par une simple embarcation chargée d'explosifs. C'est pas nouveau. Et puis de l'autre côté, l'épée a également des moyens. L'épée, ceux qui tiennent l'épée, nous, on va dire, si vous voulez, qui sont d'une performance assez incroyable. Le nombre d'officiers généraux russes qui ont été tués à cause de leur portable, parce que les systèmes de cyber permettent de les localiser. Ça, c'était au tout début oui. Au tout début. Je pense que les Ukrainiens avaient piégé l'application Tinder. Vous avez des gens qui ont été retrouvés grâce à leur montre connectée pour faire du sport. Enfin voilà. Aujourd'hui, c'est juste que la guerre devient plus compliquée. Il faut prendre plus de paramètres, et j'en reviens à l'IA. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin d'être accompagné, parce qu'en fait, sinon, on est perdu. Dans un monde de plus en plus complexe, la guerre est elle aussi de plus en plus complexe. Voilà, beaucoup plus interactive, beaucoup plus rapide. Bertrand Rondepierre, toutes les armées du monde travaillent sur l'IA. Ça me paraît évident. Ouais. Même les plus petites,
Alors, j'irai pas commenter parce que j'ai pas le détail, mais je veux dire, en tout cas, ce qui est vrai dans le civil n'a aucune raison d'être faux dans le domaine militaire. Donc impossible aujourd'hui pour une armée moderne de se passer de l'IA. C'est inimaginable. Je pense qu'il faut se ramener à ce que disait l'amiral à l'instant, c'est-à-dire que le phénomène qu'on est en train d'observer sur la complexification de la guerre, sur l'accroissement de la volumétrie de données qui est en train d'affluer dans les armées sur les théâtres d'opération, ça c'est une réalité à laquelle tout le monde est confronté. Il n'y a aucune raison que quelqu'un soit épargné par cette dimension-là. Donc oui, forcément, dans les réponses qui sont recherchées par rapport à ce phénomène, l'IA est une piste évidemment privilégiée. Alors il faut quand même que je vous pose cette question que tout le monde se pose, à tous ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'à un moment, le système va prendre le contrôle sur nous, Bertrand Rondepierre? Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la réponse est non, c'est-à-dire que le système il prendra pas le contrôle si on... Enfin, en fait la notion de système qui prend le contrôle, pour moi, en tout cas dans l'état actuel des technologies, je mets bien cette nuance parce que si on change de technologie, la réponse que je fais n'est pas forcément valable. Le système il va se comporter de la façon dont le concepteur aura fait en sorte qu'il se comporte. Ce qui veut pas dire, contrairement à ce qu'on pense parfois, que on saura prédire dans chaque cas exactement ce que va faire le système, mais par contre on sait in fine ce que le système va, enfin on va dire le type d'action, le type de choses qu'il va être en mesure de faire. C'est qu'il n'y a pas de notion d'autonomie, d'intelligence où le système va décider tout seul des choses, il va juste exécuter ce pourquoi on l'aura conçu, ce qui n'est pas exactement pareil. Tant qu'on décide qu'il n'y a pas d'autonomie. Oui, mais même en cas d'une autonomie, et c'est là peut-être qu'il y a une nuance à apporter, même en cas d'autonomie, en fait, c'est-à-dire qu'il y aura, on parlait tout à l'heure d'autodirecteur, le missile, il va chercher une cible, in fine, il y a une décision qui va être prise sur la base d'un algorithme qui va être conçu, mais le missile, il va pas décider, tiens, je m'arrête si jamais on met pas dans le paramètre, dans les actions possibles, le fait de s'arrêter, par exemple. Et donc, la liberté, elle est quand même à la base prescrite par le concepteur. Pour rebondir, si vous voulez, la question c'est que la guerre c'est bien, mais en fait le problème c'est qu'il faut la paix derrière. Alors on peut faire comme Carthago delenda est, les Romains firent de Carthage un désert, ils appelèrent ça la paix. Bon, c'est pas ça le but. Le but c'est bien de vivre dans un monde en paix, donc c'est de résoudre les tensions et de la violence pour arriver à sortir. Et donc derrière, le but c'est que des hommes aient le contrôle au bout, quoi. C'est-à-dire que si la guerre devient une espèce de monstre qui dévore tout, je pense que c'est la fin du monde pour le coup. Et personne n'y travaille. On travaille à être plus fort que le voisin, mais on ne travaille pas à ce que ça soit la dévastation absolue. Donc, si vous voulez, derrière, le fait de garder le contrôle, il est important. Parce que, finalement, de qui procède le pouvoir militaire? Il procède du pouvoir politique. Donc, le politique va donner des ordres, il va dire, voilà l'objectif que vous devez tenir. Et donc, derrière, c'est bien une chaîne qui donne des ordres. Voilà. Donc, si vous voulez, l'IA, elle peut avoir des domaines dans lesquels on automatise un certain nombre de tâches. Et on citait l'autodirecteur, il y a un moment où on le lâche et on dit, tu fais ça. Mais il y a bien quelqu'un qui l'a tiré, qui a décidé que ça irait bien sur telle cible. C'est pas un système qui patrouille. Voilà, si vous voulez, je prends cette image. Vous mettez autour de votre résidence secondaire des mitrailleuses pour empêcher que les gens rentrent chez vous. Bon, et puis vous avez une reconnaissance faciale, voilà. Et puis donc du coup, quand vous rentrez chez vous, il se passe rien. Sauf que le jour où votre facteur ressemble à vous, il rentre chez vous, quoi. Vous voyez, ou au contraire, vous êtes fait pousser la barbe parce que vous avez passé 3 semaines de vacances et votre système il vous tue quand vous rentrez. Vous voyez, c'est compliqué c'est-à-dire que quand on a des outils qui engagent la destruction des biens et des personnes, il y a quand même une responsabilité qui consiste à garder le contrôle. Et donc dans cette espèce de peur panique des robots automatisés, il y a d'abord un principe militaire de base, il faut garder le contrôle, et puis ensuite on a un principe éthique dans nos sociétés occidentales. Et le ministère des Armées s'est doté en fait d'un comité éthique pour suivre ces choses-là. Alors, vous avez dit quelque chose qui est évidemment important, c'est que le pouvoir militaire dépend du pouvoir civil. Mais ça, c'est dans les sociétés démocratiques. Mais dans les sociétés autoritaires, voire dictatoriales, est-ce qu'on ne peut pas ne pas imaginer un docteur Folamour? Même chez Poutine, parce que il doit garder le contrôle. Il ne faut pas que, par exemple, les gens puissent retourner les armes contre lui, enfin contre ses amis. Enfin, je vous dis, ça reste quand même. Bon, vous parlez de Docteur Folamour, c'est de Doomsday Machine, etc. Une fois qu'on appuie sur le bouton, c'est l'enfer, ça va. Bon, c'était la grande terreur nucléaire de Stanley Kubrick. Kubrick, quelque part, si nos auditeurs peuvent le re-regarder avec cet œil-là, re-regarder Odyssée de l'espace 2001, parce que le robot devient fou et donc il commence à tuer des astronautes et finalement il y en a 2 qui décident de le débrancher. Vous avez un autre film qui est assez intéressant sur l'IA générative, c'est Her, avec Joaquin Phoenix. En fait, c'est quelqu'un qui tombe amoureux d'une intelligence artificielle qu'il a dans l'oreillette. Voilà. Et qui montre bien l'interaction entre l'homme et la machine, parce que quelque part, l'IA, ça reste une machine. Alors justement, Bertrand Rondepierre, pour l'instant, l'IA n'est pas sujette à l'émotion, qui reste l'apanage de l'être humain, mais demain ou après-demain. Alors, je suis pas
Je sais pas prédire le futur, donc je sais ce qui est aujourd'hui, je ne sais pas ce qui sera demain. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les machines, les IA dont on parle, je le disais tout à l'heure, c'est à la fois intelligent sans vraiment l'être. Hein. C'est-à-dire qu'on donne une entrée, elle sort quelque chose en sortie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être impressionné par ChatGPT, mais on lui donne du texte, il nous sort du texte. Enfin, je veux dire, c'est ce que je dis parfois dans des cours, c'est qu'on n'a jamais été très impressionné par une régression linéaire quand on était à l'école. C'est-à-dire qu'on a un chiffre en entrée, un chiffre en sortie, et ça n'a jamais choqué personne. Et donc, cette question de l'intelligence, des sentiments et compagnie, je sais pas me prononcer sur le futur, ce qu'il en sera, mais en tout cas, dans l'état actuel des technologies, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Alors, il y a aujourd'hui des tentatives de légaliser un peu l'IA lorsqu'elle est appliquée à des robots tueurs. Quelle est la position de la France sur le sujet ? Vous avez déjà évoqué, Amiral, un comité éthique au sein du ministère des Armées. Aux Nations Unies, c'est un débat, d'ailleurs ces jours-ci, un texte qui évidemment serait contraignant pour qu'on n'utilise pas ces robots tueurs, de la même façon qu'il y a eu des négociations et des textes et des traités sur l'armement nucléaire. Alors, si vous voulez, la différence entre l'armement nucléaire et l'IA, en tout cas les robots, c'est que avoir une bombe nucléaire, ça demande quand même des moyens qui sont pas à la portée du public et du particulier. Il faut retraiter de l'uranium, il faut avoir des laboratoires, c'est matériaux toxiques, enfin c'est très compliqué. Donc c'est à la portée d'État, mais c'est pas à la portée d'individus. L'IA, en revanche, c'est pas le cas. C'est-à-dire que l'IA, comme le disait Bertrand, finalement, deux bons informaticiens dans un garage peuvent faire des choses tout à fait remarquables. Donc si vous voulez, l'idée d'interdire l'IA dans certains usages, c'est exactement la même problématique que les fake news sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, si vous voulez, la guerre de 70 a eu lieu à cause d'une fake news. C'est Bismarck qui rédige la dépêche d'Ems. Rappelez-nous. Donc c'est en 1870, l'ambassadeur de France va demander à l'empereur allemand, vous ne mettez pas un prince sur le trône espagnol. L'allemand dit OK. Le gouvernement français dit oui, retournez-y pour qu'il prenne l'engagement de ne jamais le faire. L'allemand refuse de recevoir le français et Bismarck écrit dans une dépêche, l'ambassadeur français s'est fait souffleter. Voilà, ce qui était en théorie mais pas en pratique. Et donc c'est le déclenchement de la guerre de 70. Voilà, elle est déclenchée par une fake news. Bon, et donc aujourd'hui on voit ça partout sur vos réseaux sociaux, etc. Et donc chacun a le potentiel de déclencher une espèce de tsunami mondial sur la base d'une fake news. C'est aussi grave que de faire un robot tueur. Voilà. Donc, si vous voulez contrôler ces technologies, c'est finalement un vrai problème de société. C'est des débats de société où on voit bien que entre les usages individuels et les usages collectifs, c'est extrêmement compliqué de légiférer et de contraindre. Est-ce qu'on peut imaginer, Bertrand Rampierre, une super IA générative, une IA, je crois parfois on est une IA forte. Donc, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, c'est ça ? Alors, c'est un débat d'experts auquel je ne vais pas prendre position parce que je ne suis pas sûr d'avoir la légitimité, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en l'état actuel de la technologie. C'est-à-dire que l'état actuel de la technologie, c'est pas l'intelligence artificielle générale, c'est pas faute d'avoir les géants du numérique et d'autres qui se penchent sur la question, mais aujourd'hui, c'est pas une réalité, il nous manque un certain nombre de composants technologiques pour y arriver. Et effectivement, le jour où on a quelque chose comme ça, alors les experts s'accordent pas sur l'horizon en fonction de qui vous parlez, c'est ou l'année prochaine, ou jamais, ou dans un truc intermédiaire. Et là, effectivement, ça pose le problème dans un autre contexte qui, du coup, demande de repenser tout ce qu'on aura pensé jusqu'à présent. Donc là, je ne sais pas trop m'aventurer. Alors, là-dessus, il y a en fait, au départ, le gros décollage du big data, ça a été fait avec des théories de la science cognitive qui ont été recrutées par le GAFAM. Et donc, notamment, aujourd'hui, les techniques commerciales du web, que ce soit sur Internet, sur les réseaux sociaux, utilisent beaucoup de biais cognitifs. On peut dire qu'avec l'intelligence artificielle, ces biais cognitifs vont pouvoir exploiter à leur maximum. La question qu'on va devoir se poser, c'est finalement, quelle est la réalité dans laquelle on combat et quelle est la réalité qu'on prend en compte ? Vous avez des vrais gens qui se déplacent, qui mangent, qui se battent, etc. Et puis vous avez en fait après tout ce que le système absorbe en termes de données et va jouer sur le champ des perceptions. Et donc on a parlé des fake news. Et donc on voit aujourd'hui qu'il va falloir agir sur deux champs. Le champ des perceptions. Et aujourd'hui, vous avez typiquement, vous voyez les campagnes de fake news dont la France a fait l'objet à l'approche des JO, donc qui sont de la bataille dans le champ des perceptions. Et l'IA peut faire ça. Ouais. L'IA peut générer des contenus qui sont adaptés à ça. Et puis après, vous avez la vraie vie.
Alors, est-ce qu'il y a des puces de l'IA à Paris ou pas? Voilà, c'était le débat il y a pas longtemps, où c'est plutôt là, dans le champ informationnel qu'on a magnifié les quelques cas qui étaient connus. Alors il va falloir vivre avec l'IA. Comment allons-nous pouvoir vivre avec l'IA? Je vous pose la question tous les deux, ça va être un peu le mot de la fin. Moi, je crois que j'ai été à Ottawa, une conférence de sécurité, il y a un mois. Il y avait le numéro 2 d'un organisme qui s'appelle IORG, à Taïwan, où ils font l'objet d'assauts continus en termes de fake news et l'IA utilisée par ceux qui sont de l'autre côté du canal de Taïwan est assez puissante pour ça. Et en fait, eux plaident pour l'émergence d'une citoyenneté numérique. C'est-à-dire de faire que finalement assez tôt, et je pense qu'il faut le faire dès l'école, on apprenne à dominer les objets qui sont mis dans nos mains, à dominer les téléphones portables, à dominer les fake news, à pas passer des heures à scroller sur ces systèmes informatiques et donc de se vider la tête, mais donc de les dominer, d'être capable de les utiliser pour ce qu'ils ont de bon et pas se faire dominer. Donc si vous voulez, la question c'est pas la perte de contrôle de l'IA, c'est surtout la perte de contrôle de nous-mêmes. Alors Bertrand Randepierre, l'IA, le pire et le meilleur? Alors justement, j'allais faire une réflexion dans le même sens que l'amiral, c'est-à-dire que ce qui me semble clé aujourd'hui, en fait, et on le voit un peu dans les conversations qu'on a autour de l'IA, il y a souvent une distorsion entre ce que disent les experts et ce qui est perçu par la population générale, si je peux le dire comme ça. Et du coup, cet enjeu de formation, d'acculturation, de compréhension, il est vraiment capital. Et il est capital pour la population générale, mais il est aussi capital pour les armées, parce que, je veux dire, les questions que chacun se pose, en fait, je pense que nos armées se posent exactement les mêmes à tous les niveaux. Et donc, le meilleur moyen d'appréhender l'IA et le meilleur moyen de vivre avec, c'est de la comprendre, de savoir ce que c'est, de la démystifier, parce qu'en fait, quand on regarde sous le capot, c'est beaucoup moins impressionnant que ce qu'on pense. Et ça, je pense que c'est un enjeu autant pour les armées que pour la société. Alors, merci à tous les deux de nous avoir à la fois éclairés sur ce monde qui reste quand même inconnu, inquiétant, mais parfois quand même un peu rassurant, tant qu'on maîtrise. Merci, c'était donc le mot de la fin. Bertrand Randepierre, amiral Pierre Vandier, merci tous les deux d'avoir participé à ce 6e numéro de Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la Dicode. Et en attendant le prochain numéro, eh bien c'est à vous de penser stratégique. Au revoir.